Bonjour à toutes et tous. Merci encore une fois de vous joindre à nous pour ce webinaire donc, qui traitera cette fois-ci des bus de terrain, des différentes applications et fonctionnalités qui sont liées, ainsi que leur installation et l'intégration. On traitera également dans ce webinaire des fonctions web server qui sont incluses dans les cartes de communication de nos produits. Donc aujourd'hui, c'est encore une fois Julien qui vous fera cette présentation. Si vous pouvez, s'il vous plaît, me confirmer que vous voyez bien l'écran et que vous m'entendez. Si vous pouvez me confirmer par écrit, s'il vous plaît. Tout est OK, c'est merveilleux. Donc on va patienter une petite minute et puis on démarrera. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, bienvenue dans cette nouvelle session, comme l'a présenté Antoine, pour ce webinaire du jour qui va traiter aujourd'hui des bus de terrain, voilà, en montrant les installations, comment on intègre de manière très simple les bus de terrain au sein des différents automatismes qui existent. Et puis, comme l'a dit Antoine, il y a également une petite partie sur le web server qui aujourd'hui est incluse dans les cartes de communication de base Ethernet. Voilà. Donc, avant toute chose, je veux me présenter. Donc, Julien Trouillet. Je suis chez Danfoss depuis 2010 et je fais partie de l'équipe qu'on appelle produits et applications. Voilà, plutôt axé avant-vente, côté technique. Voilà, et aujourd'hui, c'est moi qui ai l'honneur de vous faire cette présentation. La présentation va se passer en deux étapes. Donc, la première, c'est une présentation PowerPoint, celle qui va défiler. Il y a une trentaine de slides à peu près. Et puis, la deuxième étape sera plus une présentation sur le PC du web server. Donc, j'ai à côté de moi sur la table mon PC, un variateur connecté en Ethernet, et je vous montrerai les différentes pages du web server qui sont disponibles sur les cartes Ethernet. Voilà. Pour tout ce qui est questions, aujourd'hui, les micros sont coupés pour vous, normalement. Donc, si vous avez des questions, écrivez-les par le chat, et puis à la fin, on prendra 10 minutes, un quart d'heure pour répondre à vos différentes questions. Si je n'ai pas toutes les réponses, on prend les questions et je vous répondrai ultérieurement. Voilà. OK, bah dans ce cas-là, on va commencer. Alors, bus de terrain, introduction. Pardon. Donc, pour parler des bus de terrain, aujourd'hui, le gros intérêt, le gros avantage, c'est qu'on a besoin aujourd'hui de beaucoup d'informations. Donc, les bus de terrain nous permettent de rapatrier toutes ces informations en temps réel. Voilà. Donc, on parle d'industrie 4.0, remonter les informations par des bus de terrain dans un premier temps et après, pourquoi pas, y remonter dans le cloud si nécessaire. Donc, ça nous permet d'avoir un accès immédiat aux données, donc avec une augmentation de la production, bien évidemment, en effet direct, une optimisation des performances, tout ce qui est analyse d'erreurs et support à distance. Aujourd'hui, les deux gammes de notre marque, donc VLT et Vacon, supportent les différents bus de terrain, donc peu importe la gamme qui est choisie. Une grande variété de protocoles de communication sont disponibles sur les deux gammes. Voilà. Et l'intégration est assurée aussi bien dans la gamme VLT que dans la gamme Vacon, avec une liberté de communiquer avec n'importe quel type d'automate et donc n'importe quel protocole. Si on commence, je vais passer de ce côté. Voilà, on va commencer par la base en fait. Avant de parler de bus de terrain, qu'est-ce qu'il y avait avant les bus de terrain pour communiquer ou pour fonctionner entre un système, un process et un variateur? C'est du filaire. Donc câblage traditionnel. On voit ici un fil par entrée. Composant peu coûteux, forcément on est juste sur du filaire. Le composant lui-même n'est pas coûteux, le câble n'est pas coûteux. Par contre, ce qui est coûteux, c'est l'installation. Et aujourd'hui, il y a autant de fils à connecter. On voit ici 5 fils par variateur qu'il y a de fonctions ou d'actions à exécuter. Donc, ça fait autant de câblage et autant de possibilités d'erreur de câblage. La flexibilité est bien évidemment limitée. À partir du moment où on a défini un nombre d'entrées-sorties sur un variateur, si on souhaite en rajouter, ça devient compliqué si les cartes n'ont pas été prévues d'extension à l'origine.
Et voilà, risque d'erreur élevé au fur et à mesure que le nombre d'entrées-sorties augmente. Voilà, donc ça, c'est le câblage traditionnel. Hein, c'est ce qui existait à la base, c'est ce qui existe encore aujourd'hui. Ensuite, on commence à parler communication, bus de terrain. Et la première connexion qui est apparue, c'est la connexion bus de terrain type série. Donc ça, vous les connaissez, elles sont encore très présentes aujourd'hui. Vous avez tout ce qui est communication Modbus, tout ce qui est Profibus, donc c'est à base de RS485, du CAN-Open également, de ViceNet anciennement. Voilà, donc là, on passe sur une connexion qui est beaucoup plus facile, un câblage beaucoup plus simple. On parle juste de 2 fils, un plus et un moins, que l'on vient ici chaîner sur les différents variateurs, excusez-moi, en partant de l'automate. Donc, c'est une connexion à paire torsadée, hein, c'est comme ça qu'on utilise. Il y a un plus et un moins, un data plus, un data moins. Un coût un peu plus élevé des composants puisqu'il faut une carte d'acquisition qui soit capable de traiter et de gérer le bus de communication. Voilà. Par contre, les avantages, on a bien moins de points de connexion, c'est ce qu'on disait. Ici, quel que soit le nombre d'informations à faire transiter dans le fil, on n'a toujours que 2 fils à connecter par variateur. Donc, mise en service plus rapide et bien évidemment un risque d'erreur de câblage qui est réduit. Voilà. Programmation. L'avantage aussi, c'est que l'on peut rajouter des variateurs assez simplement après coup. On peut rajouter des composants assez facilement après coup. Programmation uniquement des nouvelles entrées dans l'automate lorsqu'on en rajoute. C'est assez simple d'intégration. Plus rapide et plus sûr et coût inférieur à un système câblé quand on prend la solution au global, avec la flexibilité incluse. Voilà. Et donc, tout ça nous mène aujourd'hui à la connexion bus de terrain type Ethernet, où on retrouve ici une architecture que vous avez ici, hein, donc un ordinateur, un switch et puis différents variateurs, avec l'automate qui peut gérer en amont. Donc, ce qu'apporte l'avantage de l'Ethernet, c'est la vitesse et la polyvalence. Voilà. Aujourd'hui, on peut avoir des systèmes grâce à des liaisons Ethernet temps réel. Hein, donc, on peut avoir des informations et des vitesses d'information beaucoup plus précises et beaucoup plus rapides. On se retrouve avec des coûts de composants un peu plus élevés. Pareil, il faut être capable de gérer les ports RJ45, les communications Ethernet. Donc, on a un coût de départ qui est un peu plus élevé. Par contre, encore une fois, on descend dans la facilité d'installation, on descend encore d'un niveau, puisque là, on a un câble RJ45, on le plug dans le port RJ45, c'est fini. Normalement, il n'y a pas d'erreur. Voilà. Donc, on communique avec tous les composants, bien évidemment, de l'automate. Tout ce qui est en lien, on peut communiquer avec n'importe quel composant du réseau. Il y a possibilité, bien évidemment, de rajouter des variateurs hein, dans les différentes topologies, puisque quand on parle de connexion Ethernet, on parle aussi d'architecture réseau de topologie. Donc aujourd'hui, il y a 3 grandes topologies qui existent. Il y a ce qu'on appelle une topologie en ligne. Donc dans ce cas-là, on part d'un automate et puis après, on vient se câbler sur les différents variateurs en s'arrêtant sur le dernier. Hein, on imagine que ce fil-là n'existe pas. Ça, c'est la topologie en ligne. Pour ce faire, bien évidemment, il faut que le variateur soit équipé d'une carte avec 2 ports, un port entrant, un port sortant. C'est le cas aujourd'hui sur toutes les cartes de communication Ethernet de la gamme VLT et Vacon. La carte fait office de switch. Voilà. Donc ça, c'est topologie en ligne. Le deuxième type de topologie, c'est la topologie en étoile. Dans ce cas-là, on peut se connecter sur un switch ici. Hein, l'automate, on voit ici en pointillé, peut arriver sur le switch. Et ensuite, on repart du switch, d'un port Ethernet, on va attaquer le variateur. Et on peut partir d'autant de ports Ethernet que comporte le switch et attaquer autant de variateurs que possible. Voilà. Donc ça, c'est la topologie en étoile. Donc, avantage, c'est que si le variateur n'est équipé que d'un seul port, c'est possible. Inconvénient, il faut un switch avec autant de ports que des variateurs. Voilà. Donc chacun a ses avantages et ses inconvénients. Il y a également possibilité de combiner les différentes topologies. Hein. On peut partir d'un switch, partir sur un variateur et puis ensuite venir se connecter en ligne. Les combinaisons sont totalement possibles. Et puis la dernière topologie, c'est la topologie en anneau, ce qu'on appelle en anneau ou ring en anglais. Donc là en anneau, comme son nom l'indique, on fait une boucle. Donc on part de l'automate. Par exemple, l'automate, on vient attaquer le premier variateur, tac, 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 on vient tous les mettre en ligne, et le dernier port de libre vient reboucler sur la partie automate. Donc ça, c'est une topologie en anneau. Il faut évidemment que les produits qui soient branchés sur la topologie en anneau, donc les variateurs, en ce qui nous concerne, soient compatibles avec les architectures anneau. Donc aujourd'hui, sur la gamme VLT et Vacon, le Profinet et l'Ethernet IP sont compatibles pour des architectures en anneau. Il faut bien évidemment également que l'automate ait 2 ports RJ45 et qu'il soit bien évidemment ce qu'on appelle manageable ou compatible pour gérer des anneaux. Voilà, comme il y a 2 ports qui viennent dessus, il faut que l'automate sache s'il y a un port entrant, un port sortant et éventuellement de prendre la main si jamais il y a une coupure au milieu de l'anneau. L'avantage de l'anneau, hein, c'est si vous avez une coupure ou une perte d'un des variateurs, vous pouvez venir attaquer 2 par la droite et 2 par la gauche sur les ports restants. Donc ça assure une continuité de service. C'est un des gros avantages de l'anneau.
Voilà, donc ça c'est pour les topologies. Dans les cartes Ethernet, on va parler de serveur web, j'en reviendrai un petit peu après. Et puis, on a également tout ce qui est accès externe. Du fait qu'on vienne attaquer en Ethernet, on s'ouvre aussi à l'extérieur, hein, à Internet. Et donc, on peut, grâce à ça, faire de la supervision à distance. Hein, c'est ce qu'on appelle le Drive Pro Remote Monitoring sur la gamme VLT. Et puis également, l'assistance à distance, qui est le Drive Pro Remote Expert Support. Donc ça, ce sont des outils qui sont proposés et mis à disposition pour justement permettre un accès externe à distance, soit uniquement en lecture, remonter des informations, ou alors possibilité de prendre la main à distance par des partenaires d'Enphos ou des techniciens d'Enphos. Voilà. On peut prendre la main directement sur le variateur. Les différents bus de terrain compatibles sur la gamme d'Enphos. Donc, il faut savoir que des bus de terrain sont natifs sur les gammes VLT. Je vais plutôt parler VLT hein, pendant ce webinaire. La partie Vacon pourra être traitée sur un autre webinaire, mais aujourd'hui, on parle plutôt VLT. Donc, il faut savoir que sur la gamme VLT, en natif, on a des bus de terrain existants, comme le Modbus RTU qui est présent sur toutes les gammes de variateurs VLT. Voilà. Après, en fonction des gammes, on a également d'autres types de bus de terrain natifs. Si on part de la gamme plutôt IVAC, type FC101, FC102, on trouvera du BACnet série également en natif. Voilà, donc chaque produit a ses bus de terrain natifs ou pas. Voilà, donc ça dépend de la gamme choisie. Et ensuite, si on souhaite rajouter des options de communication, on passe par des cartes options, ici. Hein, ce sont des modules que l'on vient plugger sur le variateur et qui permettent d'ouvrir à une multitude de protocoles. Donc ici, il y a la liste des différents protocoles existants. Hein. Donc si on parle des protocoles les plus usités et les plus connus, à ce jour, il y en a 3 en gamme d'Ethernet, de protocole Ethernet. On a, que je les trouve, le Profinet ici, l'Ethernet IP et puis du Modbus TCP également. Donc ce sont 3 cartes distinctes qui permettent de couvrir ces 3 protocoles. Bien sûr, à côté de ça, on a d'autres bus de base Ethernet. On a des bus temps réel, hein, type Ethercat ou PowerLink également pour de l'accès temps réel sur la base Ethernet. Et puis d'autres types de bus qu'on trouve ici, Canopen de Vaxnet, qui sont des bus plutôt RS400 485. Voilà. Donc les cartes peuvent être installées d'usine ou rajoutées ultérieurement. Hein, c'est une carte qui est pluggable, aucun souci. Tous les fichiers de configuration, dès qu'on parle de communication, il y a des fichiers de configuration pour certains protocoles qui sont insérés dans les automates. Donc sur le lien d'Enphos, vous retrouvez bien évidemment tous les fichiers de communication existants. Il y a le lien ici qui est rappelé. Voilà, bon, ici une petite synthèse des différents bus de terrain en fonction des différentes gammes. Hein, bon, voilà, donc en fonction des gammes, ici on a toutes les gammes de la gamme VLT, pardon, et puis ici la gamme Vacon. Donc tout le carré indique les options disponibles sur chaque variateur. Donc voilà, en fonction des types de variateurs choisis, toutes les cartes ne sont pas forcément disponibles. On parle principalement des cartes temps réel, par exemple Ethercat et PowerLink, qui sont elles uniquement disponibles sur la gamme VLT Automation Drive, puisqu'on est plutôt dans le monde de l'industrie pour ces types de communication. Voilà, alors ici un éclaté d'un des variateurs VLT, donc ici un IP20, hein, donc FC100, 200, 300, peu importe le modèle, l'architecture et la carcasse est la même. Donc voilà, la carte de communication ici, c'est la numéro 6, celle qui est encerclée de rouge. Donc elle vient se plugger directement sous l'écran d'affichage. Hein, c'est une petite carte qui a ce format light qui se plug sur la partie haute. Et donc ici, c'est un rappel des différentes communications. C'est le tableau que j'avais précédemment. Voilà. Donc on a ici une petite visu de savoir voilà, comment viennent se plugger les deux ports RJ45. Hein. Donc les ports sont situés sur la partie haute. Et donc on vient mettre les câbles qui partent vers le haut. Et puis il y a également, sur certaines options, principalement Profibus, il y a des adaptateurs. Voilà. Nous, notre carte de communication Profibus, c'est du 5 broches. Et s'il y a besoin de s'adapter sur un câble qui arrive en sub-D, un câble Siemens, on a des adaptateurs où on vient brancher le sub-D et on repart ici en 5 broches. Voilà. Donc, tout est relativement faisable et possible. On a même les adaptateurs au niveau des connecteurs. Donc, ne pas hésiter à demander si vous avez des connecteurs un petit peu spécifiques sur vos cartes de communication. Donc, ça, c'est sur l'IP20. Et on retrouve la même chose sur l'IP55. Donc IP55, boîtier étanche, fermé, mais on retrouve le même principe. Ici, la numéro 6, la carte numéro 6, encerclée de rouge de la même manière, sous l'écran, encore une fois. On retrouve ici, voilà, une manière visuelle un peu plus parlant. Donc on a la carte ici de communication. En dessous, on a la possibilité de mettre d'autres cartes d'entrée-sortie, par exemple, des cartes relais, peu importe, d'autres cartes d'extension. Et là, sur cet exemple, voilà, on a ici, alors pareil, les ports RJ45 étant vers le haut, sur des carcasses IP55 où on a un espace qui n'est pas forcément très grand entre le haut et la carte, il faut soit se prémunir d'un câble coudé, comme par ici, ou alors après, pardon,
Ou alors après ici, on a voilà, des cartes. On vient déporter la carte de communication qui était sous l'écran, on vient la déporter pour pouvoir ensuite faire partir les câbles vers le bas. Voilà. Donc différentes options qui permettent de déporter les câbles et d'avoir surtout des câbles qui partent vers le bas, puisque sur les IP55, je vous le rappelle, toute la connectique, que ce soit la puissance ou la commande, passe par le bas. Donc c'est mieux d'avoir les câbles qui repartent vers le bas pour pouvoir les faire passer par des PE étanches par la suite. Voilà. Donc ça, ne pas hésiter à demander. Hein. Ce sont des petites options que l'on vient rajouter. Il faut, voilà, pas hésiter. Là, on parle d'une gamme un petit peu plus grosse. Enfin, on parle plutôt des formats US, c'est ce que je précise ici. Donc, les formats US, c'est à partir de 110 kW. Mais le principe est le même. On vient mettre une carte ici, hein, vous voyez, un cadre de rouge, qui vient se mettre sous l'afficheur, de la même manière. Et de la même manière, il y a des connecteurs qui permettent d'adapter les types de fiches. La gamme VLT FC280 également, donc disponible en communication. Donc ici, vous retrouvez différents types de com, hein, donc Profinet, Ethernet, on retrouve le PowerLink, l'Ethercat. Voilà, donc sur le 280, c'est pareil. Le variateur arrive directement équipé de l'option RJ45 ou de l'option RS485 en fonction du type de communication. Et de la même manière, vous avez ici des plaques d'adaptation qui permettent de venir se fixer, de fixer les câbles avec des étriers qu'on retrouve, hein, donc soit des étriers sur la partie ici verticale, ou alors après possibilité d'avoir une partie horizontale ici pour refaire partir les câbles à l'horizontale et permettre le maintien. Les étriers ici servent à maintenir mécaniquement. Ce n'est pas des reprises de blindage, puisque généralement les câbles utilisés sont directement des câbles moulés. Hein, on demande des catégories 5 en termes de câbles Ethernet. Et le moulage fait que le blindage est pris directement dans le câble et le fait de connecter suffit à assurer la liaison de terre et de reprise de blindage. Voilà, donc ça, c'est un maintien mécanique. La gamme décentralisée, donc la gamme FCD 302, qui, je vous le rappelle, est le FC 302, mais mis dans un petit boîtier. Donc décentralisé, c'est pour avoir le variateur à proximité des moteurs, utilisé principalement sur les convoyages. Le FCD 302, pareil, il possède aussi des cartes de communication qui sont en interne. Hein. On a ici le bornier avec les différents types de bornes pour la filerie et puis des ports RJ45 pour les câbles. Donc on a également des petites rallonges qui permettent de connecter en interne le câble et puis de ressortir ici sur du M12 pour pouvoir être attaqué directement ici par des câbles sans avoir à ouvrir le boîtier. Voilà. Donc ça également, ne pas hésiter à demander, ce sont des options qui existent. Voilà. Et le FCD 302 couvre énormément de bus de terrain au même titre que le FC 302 aujourd'hui. Web Server 2.0. Donc là, je vais vous parler un petit peu du Web Server. Après la présentation, je reviendrai sur une présentation en direct pour vous montrer un peu comment ça s'interface. En quelques mots avant tout, donc le Web Server vient équiper toutes les cartes Ethernet disponibles sur la gamme VLT. Alors, il y a eu différentes versions du Web Server. Il y a une première version qui aujourd'hui équipe toutes les cartes. Et maintenant, il y a une deuxième version où on appelle le Web Server 2.0 qui vient commencer à équiper toutes les cartes. Donc aujourd'hui, les Web Server 2.0, la version que je vais vous présenter, concerne les cartes Profinet, Ethernet IP et Modbus TCP. Quand vous commandez une de ces cartes de communication, vous avez forcément le Web Server qui est intégré. Le PowerLink et l'Ethercat sont des cartes qui seront amenées à évoluer. Mais aujourd'hui, le Web Server 2.0 n'est pas disponible. Voilà. Donc, gros avantage. On peut venir personnaliser son tableau de bord. Je vous montrerai encore une fois, ce sera plus simple par visualisation. Pardon. Compatible tout navigateur. Voilà, on peut être sur Microsoft, on peut être sur Mozilla, on peut être sur… peu importe, c'est compatible tout navigateur. On connaît l'information et l'état du variateur, l'état du réseau de communication sur lequel on est connecté. On peut recevoir des notifications par email. Je vous montrerai encore comment ça s'architecture, je vais y arriver. On a des liens sur les documentations d'Infos également. Voilà. Donc, Web Server, encore une fois, je passe rapidement, je vous montrerai un petit peu plus en détail comment ça se… Voilà, bon, il y a des impressions écran. Encore une fois, je les passe puisque je vous montrerai un petit peu plus tard comment ça s'architecture. Voilà, donc avec des possibilités d'avoir des courbes hein, et puis des informations principales, que ce soit le numéro de série ou le type de variateur sur lequel vous êtes connecté. Encore une fois, des impressions écran. Alors là, juste cette impression sert en fait à montrer qu'on est compatible également à tout type de support. Ça peut être du PC, comme ce que vous avez ici, ça c'est une impression PC. Il y a possibilité d'avoir le web server sur une tablette ou après sur des smartphones. Voilà. Donc aujourd'hui, on est également ouvert sur tout type d'outils qui viennent se connecter sur un variateur. Voilà. Et pour aller plus loin,
On parle du web server. Donc, le web server, ça permet d'avoir des informations à l'instant T. Mais pour aller plus loin, si on a besoin d'historiser des données, si on a besoin de faire en effet des relevés, d'avoir un historique tout simplement, on passe par du Drive Pro Remote Monitoring. Donc, en fait, c'est un web server amélioré qui permet surtout d'avoir de la mémoire et d'historiser. Donc, ça se concrétise par une passerelle qui est connectée sur un variateur. Voilà. Et puis après, tout ça, c'est envoyé dans un cloud géré par Danfoss. Ça peut être une possibilité. Après, il peut y avoir d'autres possibilités de venir stocker les données directement en interne chez le client, si le client possède des serveurs, des choses comme ça. Il y a aussi des possibilités de venir rapatrier des informations en local chez le client. Voilà. Et donc là, c'est pareil, on a des interfaces qui nous permettent d'avoir les valeurs de certaines variables en direct, de connaître l'état du variateur ici, on peut voir, et puis d'avoir des tendances de courbe, comme par exemple ici, ou alors en temporaire, d'avoir également des évolutions de différents signaux qui permettront par la suite de déceler des dérives dans le temps et donc de commencer à parler de maintenance prédictive sur certains composants. Voilà. Donc ça, c'est le Drive Pro Remote Monitor, où on a le retour des infos. Et ensuite, il y a le Drive Pro Remote Expert Support. Donc là, c'est de l'assistance à distance. On va un peu plus loin dans l'intégration et dans l'accès au variateur. Là, on peut venir carrément modifier et interagir sur les paramètres du variateur. Voilà. Donc là, c'est prendre à distance, prendre à la main le variateur à distance par des experts techniciens Danfoss qui seront à même de débloquer des situations dans lesquelles on n'est pas forcément, on est coincé. Voilà. Donc là, c'est l'accès à distance, modifier des paramètres, peut-être injecter des mises à jour de firmware. Voilà. Donc là, c'est vraiment un accès non plus seulement de lecture, mais également de l'écriture. Toujours pour parler de communication, on parle cette fois-ci communication avec les automates, donc blocs de fonctions. Faut savoir que l'intégration des variateurs VLT dans les mondes automates se fait de manière très simple. Dans un premier temps, de par des fichiers GSD, XML qui sont nécessaires à l'intégration en automate. Et ensuite, pour aller plus loin, on a également à disposition des librairies, on appelle des librairies, qui contiennent des blocs de fonctions. Donc, c'est dispo sur le site internet, vous pouvez les télécharger librement, il n'y a aucune restriction. Compatible sur toute la gamme 100, 200 et 280. Et puis, on vient ici couvrir les 5 principaux marques automates que l'on retrouve sur le marché. Donc, à savoir, on a une librairie pour tout ce qui est communication Profinet avec Siemens, donc l'outil logiciel TIA Portal ou StepSet. On a également le Rockwell pour tout ce qui est communication Ethernet IP, la partie back-off avec l'Ethercat, la partie PowerLink avec du BR, et puis des blocs de fonctions également pour la partie Modbus TCP, donc intégrable sous le Unity Pro de chez Schneider. Voilà. Donc ça, aujourd'hui, si vous avez une de ces 5 marques d'automates, vous avez la possibilité de rapatrier une librairie, d'intégrer des blocs de fonctions pour pouvoir, ici comme ça se présente, on voit ici un exemple, démarrer de manière très simple et programmer de manière très facile, surtout démarrer les variateurs de la gamme VLT. Voilà. Donc, pour chaque bloc de fonction, il y a un PDF qui est fourni avec, qui explique l'intégrité du bloc de fonction, de la librairie, avec en effet les pattes d'entrée, les pattes de sortie. On a une explication sur tous les différents types de variables qui sont à connecter sur les différents blocs de fonction. Voilà. Ne pas hésiter à demander à vos interlocuteurs principaux pour avoir plus d'informations. Voilà. Bon, je suis désolé, je passe de droite à gauche, mais c'est pour montrer un peu le texte. Voilà. Donc, on a des blocs pour un fonctionnement de base, des blocs pour des accès à tous les paramètres du variateur, et puis des blocs de fonction de diagnostic en fonction des bus de terrain, principalement Profinet et Profibus. Voilà, je continue ici pour présenter ici le PDF qui est livré avec chaque bloc de fonction, où on a l'explication de tous les blocs de fonction. Donc ici le lien pour aller télécharger les différents blocs de fonction. Pour trouver ici ce qu'on appelle des add-ons ou des blocs de fonction, ça dépend des noms qui sont donnés. Et vous retrouvez toutes les documentations sur le site internet d'Danfoss. Alors, pour aller encore plus loin, parce que les blocs de fonction, c'est déjà une belle intégration, mais on va encore aller plus loin pour s'intégrer dans le monde dans lequel on travaille, donc quand on parle d'automatisme. On a possibilité de venir intégrer sur 2 gammes d'automates, Siemens et Beckhoff, de venir intégrer notre logiciel de programmation qui s'appelle MCT10 au sein du logiciel de programmation automate. Voilà. Donc, cette présentation a fait l'objet d'un webinaire il y a 2 semaines, 3 semaines peut-être. Il y a un enregistrement qui existe, donc si vous êtes intéressé, on peut faire passer les enregistrements si nécessaire. Et puis, on sera peut-être amené à refaire d'autres webinaires pour présenter ce type de solution. Et voilà, l'idée étant de venir intégrer donc, notre logiciel au sein du logiciel principal de programmation. Donc, si on parle de TIA Portal, du logiciel de Siemens,
L'objectif étant d'avoir un seul projet au final client, TIA Portal, dans lequel il a accès à sa programmation, son automatisme, et également à la sauvegarde de tous les variateurs VLT qui sont connectés sur le réseau de communication. Donc ici, principalement Profinet ou Profibus. Voilà. Donc vous avez une sauvegarde où tout est relié. On n'a pas besoin d'avoir un fichier MCT10 ni un fichier TIA Portal. On a tout dans TIA Portal. Voilà. Donc ça peut avoir un gros intérêt en termes de centralisation des données et de sauvegarde des paramètres des variateurs également. Et on a la même chose sur l'outil TwinCat de chez Beckhoff. Voilà, donc pour aider un petit peu à l'intégration, on a également différents guides d'application que vous avez ici. Hein. Donc là, c'est des exemples d'applications qui justement rappellent comment on vient intégrer un fichier GSD au sein d'un automate Siemens, comment on vient démarrer le MCT10, comment on l'appelle au sein du logiciel Siemens. Voilà, donc on a des guides d'application totalement libres et disponibles, n'hésitez pas à les demander. Voilà, ça fait une trentaine de pages. C'est essentiellement des impressions écran, donc très facile à appréhender et très facile à mettre en œuvre. En allant un petit peu plus loin, on a également possibilité de se connecter sans fil. Donc on a sur la gamme des FC100, 200, 300 une pocket qui s'appelle la LCP103 et qui donne un point d'accès Wi-Fi au variateur. Donc il est possible avec son téléphone via une application d'avoir en fait la visualisation de l'afficheur directement sur son téléphone. Donc l'intérêt, il est principalement quand on a des variateurs difficiles d'accès. Hein, si vous avez des variateurs en hauteur ou des variateurs qui sont compliqués à accéder, où il n'est pas possible d'aller voir la pocket, voilà, ça peut être une belle solution. Vous mettez la pocket Wi-Fi et derrière, avec le téléphone, il y a possibilité de modifier les paramètres au même titre que sur la pocket. Donc on a accès en lecture et en écriture. Donc c'est assez intéressant quand il y a des difficultés d'accès au variateur. Et on a la même chose pour le logiciel MCT10. Si vous avez la LCP qui est branchée, donc toujours la même, la LCP 103, vous pouvez également vous connecter via MCT10 en Wi-Fi avec le PC directement sur la LCP. Donc le smartphone et le PC, soit pour avoir accès aux paramètres comme l'afficheur, soit directement pour avoir accès avec MCT10. Donc on a un guide d'application également qui vous explique comment se connecter. Évolution des produits, quand on parle de bus de terrain, on parle aussi de produits et on parle de produits qui évoluent. Donc, il faut qu'on puisse assurer une compatibilité, ce qu'on appelle la compatibilité ascendante. Donc, ça, aujourd'hui, c'est assuré chez Danfoss. Ici, vous avez des exemples de produits qui aujourd'hui ne sont plus fabriqués, des 3000, des 5000, des 2800. Et à chaque nouvelle gamme qui vient se mettre en face, donc FC302 ou FC280, on vient proposer des outils qui permettent de convertir. Donc, gros intérêt, si on parle du 2800 ou 280, c'est qu'aujourd'hui, si vous êtes en communication Profibus, vous avez un 2800, vous mettez un FC280 à la place, avec ce petit outil, ce qu'on appelle Profibus Converter, c'est une petite clé que l'on vient brancher sur le variateur, ce que vous avez ici, là, sur le 280, c'est une petite carte. Ça vous permet de faire croire à l'automate que vous avez toujours un 2800, et donc de ne pas modifier les fichiers GSD, de ne rien modifier dans la partie automatisme. L'automate ne voit rien, il pense toujours que c'est un 2800, et c'est la petite carte qui ici fait la moulinette pour transformer le 2800 en paramètre du FC280. Donc, on a la même chose, voilà, en VLT 3000, VLT 5000 avec des Profibus converteurs. Voilà, et on retrouve également la même chose sur des FCD 300 et aujourd'hui compatible avec des FCD 302 par des cartes de conversion. Donc ça permet d'assurer une compatibilité et donc la continuité de service. Si jamais il y a un souci et que les produits ne se fabriquent plus, vous échangez par un produit récent, la continuité de service est assurée, pas besoin de tout reprogrammer ou de tout modifier dans la partie automatisme. Renseignez-vous auprès de vos interlocuteurs s'il y a des choses qui vous intéressent et surtout si vous avez encore des produits 2800, FCD 300, dites-vous qu'aujourd'hui, ces produits ne sont plus fabriqués. S'ils arrivent à disparaître chez vous suite à des soucis, voilà, il faut penser à du rétrofit, donc peut-être anticiper un petit peu avec du 280 et du 300. Partie sécurité, juste un slide rapide. On parle de bus de terrain et il y a également bus de terrain safety. Donc aujourd'hui, sur la gamme VLT, on a de disponible ce qu'on appelle le ProfiSafe. Donc c'est le Profinet. On vient rajouter une couche safety dans le câble Profinet. Qui devient donc du ProfiSafe. Voilà. Donc, compatible FC302 uniquement, hein, et FCD 302 également, FC et FCD 302. Et puis, ça vient se programmer par notre outil de programmation qui s'appelle MCT10. Hein. Donc, dans le logiciel MCT10, vous avez un petit plugin sécurité qui permet de venir programmer les différentes entrées-sorties et puis ensuite de venir après transférer dans le variateur le programme que vous avez fait en safety. Voilà. Et à la fin du transfert, vous avez un rapport avec tout ce qui est CRC, donc toutes les certifications comme quoi ce que vous avez transféré, certifié et sécurisé. Les démarreurs également, on a une gamme de démarreurs. Donc de la communication est également disponible sur les démarreurs. On peut rester là.
Donc, les démarreurs d'entrée de gamme sur des versions standards, hein, donc c'est des Modbus RTE, Profibus, DeviceNet. Et aujourd'hui, le cœur de gamme des démarreurs chez Danfoss, c'est du MCD 500 et 600. Hein. Le 500 va être amené à disparaître sous peu. Donc le MCD 600. Et dans cette gamme de démarreurs, vous retrouvez les bus de terrain en RS485, mais également les bus de terrain type Ethernet. Profinet, Ethernet typé, Modbus TCP. Donc à venir intégrer au sein d'un réseau qui contient déjà des variateurs, il n'y a aucun souci. Voilà, donc ce que j'expliquais aussi quelques slides auparavant, on a bien évidemment des outils qui vous permettent de mieux appréhender tout ce qu'on vient proposer, quoi, toutes ces différences. Donc ça peut être en termes de guide d'application, hein, donc des produits qui sont disponibles sur simple demande, mais ça peut être également des webinaires comme ce que je fais aujourd'hui. On en a fait il y a 3 semaines, on continue à en faire régulièrement, voilà, pour balayer différents sujets qui sont peut-être inconnus pour vous, mais voilà, pour démystifier un peu tout ce qui existe chez nous, puis pour vous présenter un peu ce qu'il est possible de faire. Voilà, donc ne pas hésiter, on vous fait suivre des informations, des invitations. Ne pas hésiter à participer. Voilà, donc pour la partie théorique, pour moi, pardon, c'est fini. Ce que je veux faire, c'est que je vais switcher sur mon PC où je suis connecté sur un variateur et puis je vais vous présenter la partie web server. Voilà. Donc encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas par le chat et à la fin, on balayera tout avec Antoine. Voilà. Voilà, donc je disparais, mais je suis toujours là. Donc là, je vais reprendre la main sur le PC. Donc là, je suis connecté à un variateur. Hein, je vous montre rapidement. Je suis connecté aujourd'hui à un variateur sur lequel j'ai renseigné une adresse IP. Je pense que vous voyez mon écran directement M710. Voilà, donc j'ai un variateur qui est connecté avec une certaine adresse IP hein, que j'ai renseignée au préalable. Mon variateur est équipé d'une carte Profinet qui intègre donc le web server. Et donc, le web server, pour venir après chercher une page web server, il suffit d'ouvrir voilà, n'importe quel navigateur, hein, ici Google Chrome, peu importe, de taper l'adresse IP, donc 10.17.240.70, c'est l'adresse IP de mon variateur. Je valide, et là, j'ai directement, donc mon web server a été activé, hein, j'ai un paramètre qui permet d'activer dans le variateur mon web server, et je viens directement accéder aux différentes pages HTML qui ont été programmées hein, dans le serveur web du variateur. Voilà. Donc ça reprend les impressions écran que je vous avais montré dans la présentation. Hein. Donc ici on voit que je suis connecté par le petit icône qui bouge, c'est-à-dire que je suis bien en direct et que je suis connecté. Donc pour vous présenter, on a une page ici principale hein, qui est la page Home, sur laquelle on retrouve les informations principales du variateur. Voilà, donc avec le type de variateur, la puissance, l'alimentation, la version. On a ici différents on peut appeler, c'est pas un bar graphe, mais une espèce de donut, de demi-cercle, qui permet d'avoir l'évolution des variables en temps direct. Hein, donc ici la fréquence, la vitesse, le courant et la consigne, voilà, avec différentes infos. Toutes ces pages sont totalement paramétrables. C'est ce que j'expliquais. On a possibilité ici avec les croix de faire disparaître ce qui ne nous intéresse pas et on a possibilité de faire apparaître d'autres paramètres, ce qu'on appelle des widgets. Voilà, ici, par ce bouton, hein, donc ajouter un nouveau widget. Et là, je peux décider de rajouter une variable que je souhaite afficher et d'avoir en visualisation. Donc, je peux rentrer le numéro du paramètre ou alors directement une variable. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre la référence qui existe déjà, mais je vais vous montrer qu'on peut l'avoir sous différentes formes. Donc, la référence, hein, en recherche intelligente, on tape les premières lettres, 1602, et je peux surtout choisir de quel type comment je souhaite l'afficher. Donc le donut, ce qu'on appelle le donut, c'est la partie en fait directement en demi-cercle, c'est la même que celle-ci. On peut avoir un graphe, hein, vous l'affichez en graphe. Voilà, donc tout a bien été rapproché. Donc je retrouve ici ma variable référence que j'ai sous forme de graphe. Donc on a une petite temporisation. Bon là, ça représente une dizaine de secondes. Hein. Il n'y a pas d'historisation, c'est vraiment en temps réel. Et je veux rajouter le même encore pour vous montrer qu'on peut avoir sous d'autres types. Voilà la référence 1602. Tac, et le type, cette fois-ci, je le mets plutôt en mode paramètre et je l'ajoute. Voilà. Voilà, donc là, en fait, en fonction des variables, toutes les variables n'ont pas ces possibilités d'avoir 3 affichages différents, mais en fonction des différentes variables, vous avez un choix milieu déroulant de l'avoir sous la façon voilà, plutôt demi-cercle, graphique ou alors référence. Voilà, donc là, si je modifie, ce que je vais faire, c'est que je vais sur le variateur, je vais juste modifier, lui mettre une consigne pour vous montrer un peu l'évolution. Voilà, je mets une consigne de 50% ou 10%, pardon.
pas combien j'ai mis, peut-être 10. Voilà. Donc j'ai mis 10% de consigne. Donc on voit la valeur 10 qui vient directement être prise en compte ici. On a également ici mon diagramme, mon donnet, je vais l'appeler donnet, j'ai directement 10. Donc j'ai une référence, je peux avoir plus ou moins une valeur, hein, plus, moins max, plus max. Et puis ici, je retrouve ici ma référence qui défile en temps réel. Voilà. Donc ça, les affichages, voilà, vous pouvez vous organiser votre dashboard, hein, ce qu'on appelle l'interface principale, avec les variables que vous souhaitez. Donc vraiment personnalisable en fonction de ce que vous avez besoin. Donc si je clique sur le bouton Home en haut, voilà, je retrouve différents accès. Donc Home, c'est mon dashboard principal. Le deuxième onglet, c'est tout ce qui est info lié au variateur. Donc je retrouve ici les informations du VLT, donc le type de variateur, la puissance, c'est ce qu'on retrouve en page principale. Vous avez ici une petite punaise qui vous permet de l'accrocher au dashboard si vous avez besoin. Voilà, le type d'option qui est monté. Donc là, j'ai bien une MCA Profinet. On a différents onglets après, donc des onglets de statistiques. Donc ça, on répertorie les différentes variables principales qui correspondent ici aux heures de fonctionnement, les heures de mise sous tension, voilà, les compteurs kilowattheure, le nombre de démarrages. Pareil, hein, vous avez toujours possibilité de l'accrocher au dashboard si nécessaire. Les readouts, donc là, ça sera amené à évoluer, mais on a fait apparaître la température de la carte de contrôle, tout simplement, dans un premier temps. Voilà, à terme, il y aura d'autres variables qui pourraient venir se rajouter. L'état des entrées-sorties, analogique et digital. Donc mon entrée ANA, mes deux entrées ANA, toutes mes entrées digitales et mes deux sorties relais. Et puis ici, log, donc ça c'est le journal d'alarme. On vient répertorier les 10 derniers défauts du variateur, au même titre que ce que vous avez quand vous êtes avec MCT10 ou que vous accédez au journal d'alarme par l'afficheur. Ce sont les 10 derniers défauts, donc c'est la même chose. Et puis des courbes de tendance, de tendance que l'on retrouve, voilà, la puissance, le courant, le moteur, la vitesse moteur, et puis le retour, si vous avez une régulation de process ou une régulation de vitesse, vous pouvez directement afficher le retour sur ces différents graphes. Voilà, donc ça c'est d'usine, ce sont les paramètres et les affichages d'usine qui existent. Donc ça c'était information variateur. Vous avez information, tout ce qui est lié aussi au réseau. Donc ça, voilà, c'est plus pour avoir l'adresse MAC, l'adresse IP aujourd'hui actuelle, comment vous assignez l'adresse IP en manuel, en DHCP, en DCP, bref. Tout ce qu'on retrouve au niveau des paramètres liés à la communication. Différents compteurs d'échange de communication, hein, ce sont des variables qui généralement, bon, on s'en sert peu, on peut en avoir besoin s'il y a des soucis de communication, hein, voilà, il y a des informations qui peuvent être remontées. Les états des ports, RJ45, donc là, moi, je suis connecté sur le port de droite, qu'on appelle le port 2, je suis lié, voilà, ici, mon port est vide, donc il n'est pas lié. Et puis, si j'avais un FC102 ou si j'avais une carte de communication avec du BACnet IP, je pourrais avoir des informations liées au BACnet IP. Maintenance, donc maintenance, il est aujourd'hui en cours de construction. Vous pouvez définir des actions de maintenance dans le variateur, tout ce qui est maintenance préventive, voilà, définir certaines actions en fonction d'un nombre d'heures de fonctionnement. Vous pouvez décider, voilà, faire afficher des messages, lubrifier les paliers quand le variateur a tourné ou le moteur a tourné 15 000 heures. Ça, ce sont des choses qui existent dans le variateur. Et une fois que l'avertissement, le compteur horaire arrive à 0, que le décompte est fini, il y a un avertissement qui apparaît sur le variateur. Et de la même manière, vous avez ici l'affichage de la maintenance qui apparaît si vous avez besoin de faire des actions de maintenance. Donc ça, c'est lié aux fonctions maintenance présentes dans les variateurs actuellement. Voilà, c'est en cours de construction. Il y aura certainement des onglets liés à la maintenance prédictive ou préventive sous condition, ce qu'on appelle le CBM chez nous, qui viendront aussi enchérir cette partie ici maintenance. Energy log, on continue. Donc là, voilà, c'est pareil, on a des variateurs avec l'efficience du variateur qui peut être mesurée en fonction des paramètres également qui sont renseignés sur les cospi moteurs ou tout ce qu'on peut venir renseigner aujourd'hui dans le variateur. Vous avez également un journal d'énergie. Ça aussi, ce sont des paramètres variateurs en fait, hein, vous y avez déjà accès. Le web server permet juste de mettre une interface graphique un peu plus exploitable et jolie, où vous pouvez ici, voilà, afficher différentes informations sur les dernières 24 heures. Vous êtes capable de savoir l'énergie utilisée, donc en kilowattheures, au cours des dernières 24 heures. Vous avez des compteurs, hein, et puis au cours des dernières 24 heures, chaque heure est coupée en kilowattheures, et vous avez ici après un graphe qui vous permet d'avoir les différentes puissances en fonction des dernières 24 heures. Voilà, donc ça après c'est pareil, c'est un paramètre qui existe dans le variateur. On peut changer, hein, le paramètre permet d'avoir la dernière heure, les dernières 24 heures, un certain jour du mois, voilà, il y a différents choix, c'est un paramètre qui existe dans le variateur.
qui est le paramètre 23,50. On le rappelle ici. Voilà, et puis des courbes de tendance. Pareil, les courbes de tendance, ça fait aussi partie d'un des paramètres variateurs que vous pouvez avoir. Ce sont des... Est-ce que je peux descendre un peu? Voilà, oui. On vient choisir différentes variables à afficher et on vient incrémenter 10 compteurs. Donc, on a une dizaine de compteurs et on sait, aujourd'hui, la fréquence, on vient diviser en 10. Donc, si c'est de 0 à 100 Hz, bien ici, on vient retrouver de 10 Hz en 10 Hz les vitesses à laquelle on tournait sur les dernières 24 heures ou la dernière journée, ou les 7 derniers jours, peu importe. Mais voilà, donc ça, ce sont des tendances et des courbes où on peut venir bien évidemment modifier ce que l'on souhaite visualiser, la fréquence, la vitesse, le courant, la puissance. On arrive à l'onglet documentation. La documentation, donc c'est uniquement des liens qui vous servent à aller sur le site d'Enphos avec les guides de configuration, les guides d'installation et puis les guides de programmation. Voilà, donc si vous cliquez, vous êtes directement en lien, vous envoie directement sur le site d'Enphos. Ce sont des liens de documentation. Et puis dernier onglet, l'email. Voilà, donc il est possible de venir paramétrer différents serveurs, ce qu'on appelle des SMTP. Donc c'est des serveurs qu'on vient configurer qui sont capables de venir transmettre des informations si on les a programmées sur des alarmes, sur des avertissements. Donc, vous recevez des espèces de notifications, mais par mail, pour savoir un peu l'état du variateur et être informé en temps réel ce qui se passe aujourd'hui sur le variateur. Voilà, donc ça c'est pareil, ce sont des menus variateurs qui existent aujourd'hui. Et on peut venir ici les configurer directement via l'interface du web server. Et puis, bon, settings, il n'y a pas grand-chose. Voilà, anglais ou allemand. Aujourd'hui, il n'y a pas encore de français à ce jour. Voilà, avec ici l'indice, l'adresse IP sur laquelle je suis connecté. Voilà pour l'interface web server, pour la présentation rapide de la visualisation. Donc, il faut savoir que c'est des choses qui vont encore évoluer. Il y a certains onglets qui vont on va intégrer plus de fonctionnalités, principalement en ce qui concerne, encore une fois, la maintenance préventive sous condition, la CBM. Voilà, ce sont des choses où le web server pourra vraiment avoir un intérêt de visualisation et puis de prévention sur les choses à maintenir ou à faire en termes d'action. Voilà, donc il suffit d'avoir une carte Ethernet IP, d'activer le web server, c'est un des paramètres du variateur qu'on vient juste activer. Je vous montre rapidement. C'est juste un paramètre qui par défaut est désactivé. Bon bref, c'est pas, voilà, dans les paramètres 12, vous avez ici différents serveurs qui sont accessibles, du FTP, du HTTP, du SMTP. Donc, si vous activez le HTTP, c'est le serveur, le web server. Une fois que c'est activé, vous avez accès aux pages en tapant l'adresse IP dans n'importe quel navigateur Internet. Voilà, rien de plus simple pour accéder au serveur web. Voilà, écoutez, moi, pour ma part, j'ai terminé ma présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, je relaisse Antoine prendre la main. Alors effectivement, il y avait deux questions, donc une à laquelle tu viens de répondre à l'instant. On parle de paramètres pour activer le web server, mais quel est ce paramètre? Donc tu viens de le montrer, c'est parfait. Ensuite, il y avait une autre question, comment peut-on récupérer les guides d'application? Alors ils sont sur notre site web, on vous mettra le lien lorsqu'on vous enverra la présentation, pour que vous puissiez vous y référer. On en a un très très grand nombre d'exemples d'applications. On en a listé une petite centaine qui sont particulièrement usitées sur notre site web, mais si vous avez des besoins particuliers, il y a fort à parier qu'on l'ait déjà fait, sinon on le créera pour vous. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de vos interlocuteurs habituels si vous ne le trouvez pas sur notre page web. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas. Si toutefois ces questions arrivaient après la présentation, vous pouvez toujours nous les envoyer par mail, bien entendu. Mais sinon, profitez encore un peu du temps qui nous reste pour échanger. Bon, c'est que manifestement la présentation était claire. Merci Julien. Au plaisir.
Encore une fois, on renouvelle notre disponibilité, hein, si vous avez des questions ou des sujets que vous souhaiteriez approfondir. N'hésitez pas à revenir vers nous. On se fera un plaisir d'y répondre. Vous recevrez aussi le programme du prochain webinaire qu'on souhaite faire sur Mars. Si vous avez des requêtes par rapport à ça également, n'hésitez pas à revenir vers nous, des sujets en particulier qui vous intéressent, qui intéressent aussi peut-être d'autres personnes de vos équipes ou n'hésitez pas à nous en faire part. On peut traiter à peu près tous les sujets. Ce sera avec plaisir. On peut également proposer des formations sur ce format-là, sur la journée à distance. Étant donné le contexte, on peut faire des formations poussées sur tout un tas de sujets, même les formations basiques d'introduction aux variateurs et aux premières utilisations, au câblage, au dépannage. Tout ça est faisable aussi sur des journées complètes sans aucun souci. Bon. S'il n'y a toujours pas d'autres questions, donc nous allons clôturer cette session. On vous remercie encore de l'avoir suivi et on vous dit à très... Ah, est-il possible via le web server de recevoir un avertissement par mail en cas de défaut? Oui, donc ça fait partie des... Ici, il y a un onglet email. Voilà, donc il est possible de recevoir en venant configurer, donc il y a un serveur à configurer hein, dès qu'il y a un envoi par mail à faire. Il est possible de configurer des informations pour de l'alarme ou de l'avertissement et donc de générer un mail à chaque fois qu'un des événements intervient. Oui, oui, c'est tout à fait faisable. Est-ce que la modification de paramètres est réalisable aussi? Alors, non, aujourd'hui, on est sur un web server qui vous permet un accès en lecture principalement. Les seules choses que l'on peut venir modifier dans le web server, ce sont les variables à visualiser. Le numéro ou le nom des variables, ce que je mettais dans l'energy log par exemple, on peut définir voilà, de venir visualiser un log sur une journée, une semaine. Ou donc là, on modifie un des paramètres en effet du variateur. Mais c'est tout, ça reste pour de la visualisation. En aucun cas, on peut venir écrire ou accéder aux paramètres de contrôle moteur ou de modification de n'importe quel type que ce soit dans le paramètre. Ça reste en effet un accès de lecture. Donc, il n'y a pas d'aspect de sécurité également. Aujourd'hui, n'importe qui peut l'installer et peut l'avoir puisqu'il n'y a pas d'accès en écriture. Donc, voilà, ça permet aussi d'installer ça sur n'importe quel pupitre dans une usine pour avoir accès à différentes variables. D'autres questions? Il y a une personne qui a écrit bonjour. Est-ce que c'était l'introduction à une question? Est-ce que les blocs fonctions existent pour les MCD 500 ou MCD 600? Non, pas à ce jour. Non, les blocs fonctions sont uniquement disponibles sur les gammes VLT des variateurs. On n'a rien sur les démarreurs. Maintenant, le pilotage des démarreurs et leur fonctionnement est malgré tout plus basique qu'un variateur et c'est aussi pour ça qu'on les a pas nécessairement développés parce que comme autant dans un variateur vous avez 400 paramètres, autant dans un démarreur vous en avez 30. C'est aussi la raison. Bon, et ben s'il n'y a pas d'autres questions, on va conclure. Encore merci de votre présence. Nous vous enverrons bien entendu la présentation par mail et ainsi que la potentielle invitation pour le prochain webinaire qui aura lieu en mars. Très bonne journée à vous, à bientôt. Au revoir.